Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Willy Elfej Miabatoussa, consultant en marketing, Patrick Boyo, chercheur en droit public à l'université de Saclay, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste à Africa 24. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Sans plus tarder, le Zoom. Après l'attaque terroriste du 9 janvier qui a coûté la vie à 89 soldats, près de 7000 Nigériens ont quitté la zone de Chinégodar, près de la frontière malienne. Des déplacés qui ont notamment trouvé refuge dans la ville d'Oualam, située à une centaine de kilomètres de la capitale Niamey. Reportage Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Sous la pression des mouvements terroristes, ils sont plusieurs milliers de Nigériens ayant fui les attaques et menaces djihadistes à converger vers le site de réfugiés de Oualam, à environ 100 km de Niamey, la capitale. Ils y ont rejoint d'autres personnes venues du Mali voisin. Ces populations ont quitté leur foyer pour se réfugier à Oualam, une localité de la région de Tillabéri, jusqu'ici épargnée par les multiples exactions des terroristes, devenues de plus en plus récurrentes dans cette zone frontalière du Mali. J'ai 2 membres de ma famille qui ont été tués par les terroristes. Ils nous ont donné un ultimatum de 2 jours. S'ils reviennent, toute personne qu'ils vont trouver sera tuée. Quand ils sont venus dans notre village, ils ont tué une personne et ont menacé de revenir. Même les militaires qui étaient dans la zone ont quitté. Nous étions obligés de quitter le village pour sauver nos vies. Pour venir en aide aux personnes déplacées dans la région de Tillabéri à la suite des dernières attaques djihadistes dans cette localité, plusieurs mesures ont été prises selon le gouvernement. Malheureusement, nous avons constaté que les mouvements continuent. Au moment où j'ai visité Bani Bangou à Bala et ici même à Oualam, on a dénombré à peu près 3833 nouveaux PDI, personnes déplacées internes, qui ont été enregistrés. Le gouvernement et la communauté humanitaire les ont déjà pris en charge. Le gouvernement, à travers les céréales pour 3 mois et les partenaires humanitaires, avec tous les autres besoins en matière de roche, d'assistance alimentaire. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, ce sont plus de 8000 personnes qui ont quitté leur domicile, fuyant pour la majorité les attaques terroristes. En un mois, le Niger a subi la pire attaque de son histoire, avec 89 soldats tués en janvier 2020 à Chinagoder, près de la frontière malienne, quelques jours seulement après celle d'Inates, qui avait coûté la vie à 71 soldats, toujours dans la même région de Tillabéri. De plus en plus de déplacés en raison donc de l'insécurité, notamment au Niger. Chinégodar, c'est une zone quand même que l'on sait extrêmement sensible. Est-ce que le gouvernement nigérien n'a pas manqué ou ne manque pas de stratégie dans la protection des habitants qui auraient pu être déplacés depuis bien longtemps? Parce que, encore une fois, il s'agit d'une zone extrêmement sensible. Patrick Mboyo. La difficulté dans cette affaire de terrorisme ou à laquelle sont confrontés les pays sahéliens, particulièrement le Niger, c'est que ça tombe de manière complètement inattendue et malheureusement les pays ne sont pas du tout équipés pour cela, ni en termes d'infrastructures courantes, ni en termes d'infrastructures d'urgence. Ce qui pose problème, c'est maintenant arriver à faire vivre une population dans un climat, faire comprendre d'abord à la population que nous sommes dans un contexte qui a changé radicalement et qui a changé pour plusieurs années, parce que c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter malheureusement au bout d'une année, 2 ou 3, ça va prendre des années, au moins une décennie. Et il faut que les populations adaptent leurs habitudes à cette nouvelle menace qui s'est installée dans ce pays. Alors, le gouvernement, face à cela, ne peut pas tenir ce discours de vérité vis-à-vis de ces peuples, de ces populations, parce que le dire, c'est, le plan politique, c'est se suicider en réalité. Dire que voilà, on ne peut rien, débrouillez-vous, et la population va sûrement se retourner contre les autorités. Hélas, c'est une vérité qu'il faut maintenant que la société civile, les intellectuels, les chercheurs arrivent à faire passer au niveau de la population. Parce que les premiers concernés, c'est justement ces gens qui sont en train de se faire tuer, de se faire massacrer. Face à cela, qu'est-ce que le gouvernement peut maintenant faire? C'est arriver à s'adapter, c'est-à-dire appliquer une certaine rigueur
au-delà de ce qui était prévu, puisqu'il faut gérer la vie courante dans le reste du pays et gérer maintenant des situations d'urgence dans cette partie, surtout qui est concernée par ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Quoi que le Niger puisse arriver à faire, malgré toute la bonne volonté que les autorités peuvent avoir, je ne vois pas les effets immédiats, malheureusement. Ce sont des situations qui vont demander des mois, voire peut-être des années, avant que le gouvernement n'arrive à prendre le problème à bras-le-corps. Mais dans l'entretemps, il faudrait maintenant que la société civile parle à la population pour que la population arrive à se sauver et à se préserver, pour savoir comment vivre maintenant en s'adaptant à cette menace qui est réelle, hélas. Willy Elfej, Miabatoussa. Écoutez, moi, déjà, on ne peut que déplorer que ces événements puissent prendre une ampleur qui va croissant, parce que faut quand même rappeler qu'on a eu l'attaque d'Inates en décembre dernier, on était sur 71 morts. Là, on est sur 89, donc ça va crescendo. Les terroristes redoublent je dirais pas d'ingéniosité, plutôt de férocité dans la manière de s'en prendre aux populations et notamment aux différentes armées. Mais moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, on va bien au-delà de la question nigérienne, puisque il était rappelé que ces tensions prévalent au niveau de la zone des 3 frontières et que le Sahel, singulièrement le Mali, le Burkina et le Niger sont relativement impactés. Pourquoi j'élargis la réflexion? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il convient de s'interroger sur la manière que les différentes parties prenantes, à savoir les pays de ce qu'on appelle le G5 Sahel, cette initiative qui est louable, mais qui malheureusement peine à implémenter une esquisse de stratégie. Qu'est-ce qu'ils entendent faire? Parce que plus les choses avancent, moins on a de clarté. Dans les faits, on fixe des caps, mais ces caps, pour moi, me paraissent un peu flous parce qu'on a du mal à voir comment ça peut se matérialiser sur le terrain. Parce que j'en veux pour preuve, on a eu le sommet de Pau où effectivement les partis africains se sont réunis avec le président français. On nous a parlé de la mise en place de ce qu'ils appellent la coalition du Sahel. Bon alors, comment est-ce que cette coalition du Sahel vient en renfort ou en complément de ce qui est censé être fait actuellement? Donc, autant d'interrogations qui méritent d'être approfondies, car la situation devient mortifère, inquiétante pour un certain nombre de populations. Et si on persiste comme ça dans ces atermoiements, j'ai bien peur qu'il y ait des risques que cela puisse se propager bien au-delà de ce qui se fait actuellement. Jean-Marie Bitomo, alors vous avez évoqué, Willy Elfej, Miabatoussa, la question du G5 Sahel. Effectivement, vous avez raison. On sait que cette force peine à être véritablement opérationnelle. Est-ce que Jean-Marie Bitomo, son modèle de financement, notamment qui implique l'Union européenne, l'Arabie saoudite, les États-Unis, les Émirats arabes unis, en tout cas des financements tous azimuts, ne perturbent pas la souveraineté que devraient avoir les États du Sahel dans la direction même de cette force? Je l'ai toujours dit sur ce plateau, la problématique terroriste, quand on en parle ici, là, nous en restons aux conséquences. Voilà un cas que nous avons au Niger. Est-ce que je peux me poser la question, quel est le conflit qui oppose les Nigériens aujourd'hui? C'est une question que vous me posez, Jean-Marie. Quel est le conflit qui oppose les Nigériens aujourd'hui? Aucun. Donc, nous sommes assis ici, là, à vouloir commenter les conséquences. On ne remonte jamais à la cause. Et on ne fait pas l'analyse de la relation causale pour comprendre que ce qui se passe là, d'où est-ce que ça prend source? Aujourd'hui, au Niger, internationalement et officiellement parlant, on n'a pas entendu que vous avez un groupe nigérian qui s'est levé contre le pouvoir en place pour pouvoir, comment dirais-je, réclamer ce pouvoir-là. Vous voyez la dynamique du G5 dont vous parlez là. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu anormal, depuis le Mali, depuis que les mouvements terroristes existent, vous n'avez aucune action, ce ne sont que des grandes messes, c'est-à-dire on s'assoit, on essaie de parler des problématiques africaines, mais on ne va jamais à la cause. La cause est laquelle? On se souvient tous ici, là, mettons les pieds dans la chose politique. La France arrive au Mali. L'armée malienne va aller combattre, comment dirais-je, les terroristes qui sont en face, si vous voulez, les gens de la Zawad et tout ce qui s'ensuit. On leur dit stop, nous on va faire le travail à votre place. Comment est-ce possible?
C'est à partir de là que nous devons nous interroger sur les choses et non pas tout simplement être là assis à pouvoir commenter les conséquences. Les conséquences, évidemment, nos populations africaines souffrent de ça, mais ça part d'où? Ça part d'où? Si vous ne soignez pas la cause, si vous voulez dans un processus, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais guérir, si vous voulez, la maladie en tant que telle. Donc, nous, Africains, quand nous nous asseyons, posons-nous les questions essentielles. Quelles sont les sources du terrorisme en Afrique? Point d'interrogation. Et ces sources-là, nous pouvons les identifier. Je viens de prendre l'exemple de la France. Comment voulez-vous me faire comprendre que vous avez un pays comme la France, que moi j'ai essayé de faire, si vous voulez, l'historique des pays africains, depuis la Somalie, chaque fois que vous avez l'Occident qui rentre dans un État, ça va durer 4-5 ans, ça ne se résout jamais. Et on continue, si vous voulez, à partitionner l'Afrique. On va se dire que bon, là, ça avait commencé. L'Érythrée est partie de l'Éthiopie, ainsi de suite. Parce que ce sont les intérêts. Si vous voulez, nous les Africains, on n'a pas compris une chose, c'est que dans la politique internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts en tant que tels. Donc, l'Afrique souffre aujourd'hui de quoi? Des intérêts, c'est-à-dire qui sont au-dessus, qui sont gérés par les autres. Donc, on s'assoit ici, là. C'est dommage, c'est-à-dire ça m'attriste par rapport aux populations que nous soyons toujours là à commenter les conséquences. Alors, sans remonter, si vous voulez, aux causalités. Donc, Jean-Marie, vous interrogez la pertinence en clair de la présence militaire étrangère. Tout à fait. En Afrique, mais alors, est-ce que le continent est en ce moment capable de prendre en charge sa propre sécurité? Puisque c'est la question que ça pose également, Patrick Mboyo. Oui, je pense que le continent est capable de prendre en charge sa propre sécurité. Au-delà de tout ce que l'on peut penser. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'en réalité, ceux qui combattent en face ne viennent pas, en tout cas, d'autres cieux. Ce sont des gens qui vivent avec les populations, parfois même que la population identifie. Ce qui m'amène peut-être aussi à répondre à Jean-Marie Bitom, réfléchir sur les conséquences n'empêche pas de pouvoir comprendre quelle est la cause du problème. Si je peux prendre une analogie avec ce qui se passe avec le coronavirus, les mesures de mise en quarantaine que la Chine a prises n'empêchent pas la réflexion, la recherche, parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît d'où vient cette maladie, comment la traiter, et même le pic, personne ne le sait. On est encore en train de réfléchir, mais c'est là que se situe la cause. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement chinois de construire un hôpital de 1000 lits en 8 jours, de prendre des mesures conservatoires et à d'autres États aussi de pouvoir prendre des mesures conservatoires pendant qu'on réfléchit sur la cause. Je pense que les deux peuvent se faire ensemble et ce n'est pas dichotomique. Établir la dichotomie, ça dans ces genres de choses, surtout qu'il y a des vies humaines, puisque dans mon propos tout à l'heure, j'ai dit que j'ai commencé par dire une chose, c'est un discours de vérité qu'il faut d'abord cibler aux populations. Avant d'aller rechercher les causes, il faut d'abord... C'est à l'État de mettre en place des stratégies de défense. J'ai parlé tout à l'heure des fonctions régaliennes de l'État. La défense en fait partie comme la santé. Excusez-moi, quand les terroristes arrivent, quand il y a une menace qui va arriver, avant que l'armée ne vienne intervenir, la première personne qui sera confrontée, c'est le monsieur qui vit dans sa case, qui dort avec sa femme et ses enfants. C'est ce monsieur-là qui va voir sa femme être égorgée, violée en sa présence. Et c'est ce monsieur-là qui va être confronté à la dure réalité pendant que le ministre viendra avec les caméras pour dire voilà, nous avons amené une petite aide. Il faut d'abord parler à ces gens. Parce que c'est pour cela que j'ai dit que l'Afrique peut aujourd'hui se défendre si on arrive à faire comprendre à la population. Voilà la menace. Voilà la menace d'où elle vient. Et c'est ce que moi j'avais commencé par dire. Donc je pense qu'en réfléchissant maintenant sur la stratégie, c'est ce qui m'amène à répondre à votre question, comment les Africains peuvent combattre cela? Les Africains peuvent combattre cela en se prenant en charge. On ne peut pas imaginer qu'on puisse, pour que le Tchad envoie des militaires au Niger, que le Tchad attende que l'Arabie Saoudite sorte l'argent pour aller aider le Niger. Parce que si le Niger aujourd'hui est à feu à sang, le Tchad demain va voir les rebelles qui attendent que de découdre avec Idriss Déby revenir, tuer et mettre le Tchad aussi dans cette situation chaotique. Voilà comment il faut réfléchir. Les États peuvent le faire, mais la question qui se pose, est-ce que la volonté politique est là? Parce que, alors, par exemple, concernant le G5 Sahel, il faut par an environ un financement de 500 millions de dollars. On peut se dire que c'est une somme qui peut être rassemblée sur le continent africain à la lumière des richesses de l'Afrique. Seulement, voilà, les États africains sollicitent régulièrement l'extérieur pour le financement, notamment de cette force G5 Sahel. Donc, à partir de là, on peut s'interroger, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de gérer seul sa propre sécurité? Willy Alfej, mais tout ça.
Alors, la question de la volonté politique mérite d'être effectivement soulevée. Après, quant à la capacité de ces États à faire face à ces différentes questions, moi, je suis un peu plus pessimiste. Je dirais qu'ils n'ont pas les moyens. Non pas que ce ne soit pas possible à l'avenir ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans les faits, ce n'est pas possible. Vous avez parlé de la question du financement. On dit de 500 millions de dollars à peu près par an pour le G5 Sahel. Par an à peu près. Bon alors, regardez les différentes conjonctures économiques dans les différents pays. Prenez le Tchad, prenez le Niger aujourd'hui, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, au-delà du potentiel qui peut y avoir. On a déjà comment dire, des questions domestiques à résoudre en tant que telles avant de penser à cette question de coordination. Après, je pense que même si cet aspect politique était résolu, la question des volontés politiques, effectivement, va forcément être mise au devant de cette problématique. Pourquoi? Parce que dans le fait de coordonner les actions entre les différents pays, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui? C'est les individualités et donc comment s'appelle déjà la réactivité des uns et des autres à pouvoir faire les choses de manière conjointe. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, je suis assez embarrassé de me prononcer parce que j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, c'est dommage que d'autres organes ou d'autres pays puissent devoir mettre la main à la pâte pour pouvoir nous aider à avancer, mais en l'état actuel, il manque de stratégie. On aura bien sûr l'occasion, pardonnez-moi, d'en parler dans le cadre d'une prochaine émission. Merci à tous les trois. Merci à vous, Patrick Mboyo. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit public à l'Université Paris-Saclay. Un grand merci à vous également, Willy Elfège Miabatoussa, consultant en marketing. Jean-Marie Bitomo, un grand merci à vous également, éditorialiste à Africa 24. Merci et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonsoir.